Bonjour à tous, je suis Nicolas Van Michel, kinésithérapeute et ostéopathe, formateur pour les kinés et les ostéos. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une vidéo basée sur mon cours L'essentiel du structurel et je vais vous parler des charnières qui sont des zones très difficiles à manipuler. Pour chaque charnière, au niveau du tronc, j'ai choisi de vous présenter d'abord théoriquement quelques poids. Les os en rapport, les muscles clés qui contrôlent la charnière et les nerfs sensibilisés en cas de dysfonction. Au niveau pratique, je vous présenterai chaque charnière de la même manière. D'abord, nous la palperons, ensuite nous la testerons et puis je vous expliquerai comment je manipule cette zone. Pour ce qui est de la palpation, il n'y aura rien de nouveau, je vous montrerai juste l'abord rapide que je peux faire d'une charnière juste avant de la manipuler, comme je le fais au cabinet. Pour ce qui est des tests fonctionnels, ceux-ci se baseront sur ce qu'on appelle la biotenségrité, c'est-à-dire que je poserai mes mains sur la charnière après l'avoir palpée, je mettrai de la compression dans le système et réaliserai des micro-mouvements pour sentir de quel côté la charnière a besoin d'être secouée. Ensuite, je vous montrerai les techniques comme présentées lors de mon cours L'essentiel du structurel. C'est-à-dire que chaque manipulation doit répondre à 3 critères bien précis. Le premier critère, c'est la position du patient. Je vous montrerai comment je positionne et même comment je prépositionne le patient avant la manipulation, ce qui va me permettre d'éviter de faire des efforts dans la technique et de garder mes mains un maximum disponibles et précises. Le deuxième point, il s'agira de la position du thérapeute, c'est-à-dire que je vous expliquerai comment je pose mes appuis, comment je m'oriente par rapport au patient et comment j'envahis le corps du patient pour pouvoir produire un geste sans effort. Le troisième point, il s'agira donc de ma gestuelle corporelle. Lorsque le patient sera positionné, que je serai positionné par rapport au patient, je produirai un geste corporel qui permettra à nouveau de garder mes mains disponibles pour proposer une manipulation sans douleur. La première charnière que j'ai choisi de vous présenter est l'OAA, c'est-à-dire Occiput Atlas Axis, donc C0, C1 et C2. Les muscles en contrôle de cette charnière sont les muscles de Thio, l'oblique supérieur et l'oblique inférieur de la tête, ainsi que le grand droit et petit droit postérieur de la tête. Donc je vous rappelle que dans cette vidéo, je vais vous montrer uniquement des manipulations, mais il ne faut pas hésiter au cabinet à d'abord investiguer les structures molles avant d'aller sur du HVT. Les nerfs sensibilisés lors de dysfonction de cette charnière sont 3, le grand occipital d'Arnold, le petit Arnold et le petit occipital. Je vais démarrer l'écoute de l'OA en repérant l'apophyse mastoïde, l'angle de la mandibule et je sais qu'avec mon majeur entre les deux, je tombe sur les masses latérales de C1. Avec mes doigts, je vais venir encadrer donc C1, C2 et les mastoïdes et je vais pénétrer dans les tissus avec une certaine pression et faire des petits mouvements pour essayer de sentir un côté qui serait un peu plus dense que l'autre. Ici, c'est le côté gauche, donc c'est sur le côté gauche que je vais envoyer une manipulation pour secouer le système. Première chose, préposition du patient pour garder mes mains disponibles. Deuxième chose, position de mon corps pour avoir le moins d'efforts à faire. Ensuite, je fais ma gestuelle globale pour aller dans la manipulation. Je vais maintenant vous détailler poids par poids la technique que vous venez d'observer. Je précise que dans ma tête, je ne corrige pas des rotations ou des inclinaisons cervicales comme le prétend le modèle biomécanique. Moi, je vais avec mon écoute trouver un côté densifié et organiser une technique pour secouer ce côté. Ensuite, je laisserai le corps faire son travail pour tendre vers l'homéostasie où je donnerai des exercices aux patients pour optimiser le soin. Alors pour la technique que je viens de faire, donc je vais la redécortiquer en 3 poids. La préposition du patient, ma position à moi et ensuite la gestuelle globale qui permet d'aller vers la technique. Pour ce qui est de la préposition du patient, dans notre cas, on avait une densité sur l'OA à gauche. Du coup, je vais positionner la tête du patient en inclinaison gauche et en rotation droite puisque c'est dans ces gestes que je veux aller pour faire ma manipulation. Dès que je l'ai fait avec le patient comme ceci, ça me permet de ne pas devoir le faire avec mes mains et j'aurai les mains le plus léger possible durant toute la manip. Donc ça, c'est la préposition du patient. Ma préposition à moi, je vais me mettre à 45 degrés, donc mon pubis va venir viser sa région cervicale. Mon pied droit va être ici à hauteur de la tête du patient, mon genou droit est à hauteur de sa tête et mon genou gauche à hauteur de l'épaule. Je vais pouvoir me mettre dans ce que j'appelle une position de relâché athlétique pour pouvoir aller chercher avec mon corps et pas uniquement avec mes mains. La gestuelle globale maintenant, je veux envoyer de l'énergie ici à gauche sur le A. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déporter le poids de mon corps sur la droite et je vais venir avec ma main saisir, donc je vais poser ma main sur son oreille
sans mettre trop de crispation dans celle-ci pour ne pas le gêner. Donc je vais poser ma main ici sur son oreille et je vais venir ici avec mon MCP2, donc ma métacarpophalorgène de l'index, chercher la région OA. Donc je suis ici avec mon MCP2 en regard latéral sur la masse latérale de CA ou sur C2 ou sur la mastoïde si je veux manipuler plutôt C0. Lorsque j'aurai posé ma main, je vais retranslater le poids de mon corps sur la gauche et je vais garder la tête du patient solidaire de mon centre de gravité. De la sorte, lorsque je vais translater ici sur la gauche, je vais réaliser une flexion, une inclinaison gauche et je vais pouvoir avec mes mains au bout de course réaliser la petite rotation droite dont j'ai besoin pour aller manipuler l'OA. La deuxième charnière que j'ai choisi de vous présenter est la charnière cervico-dorsale, c'est-à-dire la 7e cervicale, la première dorsale et on peut même rajouter la première côte. Les deux muscles en contrôle que je vous présente sur le schéma sont l'angulaire de l'omoplate et le trapèze supérieur, mais bien sûr vous pouvez rajouter d'autres muscles qui peuvent contrôler cette charnière. Les nerfs qui peuvent être sensibilisés lors de dysfonction de la charnière cervico-dorsale sont les nerfs cutanés médiaux du bras et de l'avant-bras, le nerf ulnaire, mais il peut s'agir également des branches postérieures neurologiques qui peuvent donner des douleurs locales à cet endroit vers le trapèze supérieur et entre les omoplates. Pour la manipulation de la charnière cervico-dorsale, je vais commencer par repérer cette dernière. Je vais longer avec mes pouces la masse des trapèzes jusqu'à sentir la première structure osseuse qui apparaît. Il s'agit des premières côtes. Je vais me reporter vers le rachis pour arriver sur la région C7TA, poser mes doigts dans la région claviculaire antérieure, crisper un peu mes mains et mettre de la compression dans le système et faire des micro-mouvements pour essayer de trouver si j'ai plus de densité à gauche ou à droite. Je vais ici réaliser une manipulation pour corriger ou stimuler une densité sur la région cervico-dorsale à droite. L'explication de cette technique selon les trois piliers, sa préposition, ma position et ma gestuelle globale. J'ai voulu manipuler ici une densité du côté droit. Du coup, au niveau mécanique, je vais devoir le positionner en inclinaison droite et déjà en rotation gauche puisque c'est le sens mécanique que je veux que ma manip prenne avant de faire mon HVT. La deuxième chose, c'est ma position à moi. Je vais me positionner en fente avant comme ceci et je vais venir mettre mon iliaque droit en contact de son épaule droite. C'est ça qui va me permettre d'avoir une gestuelle globale et de le faire shifter un peu sur la gauche lors de la technique. Ensuite, mes mains. En dernier, je viens poser ma main gauche en temporopariétale et je viens poser la dernière phalange de mon index sur la région. Ensuite, je vais venir recouvrir son oreille avec ma main et là, je vais pouvoir le shifter avec mon corps vers la gauche et vous voyez que sa tête va d'elle-même venir en inclinaison vers la droite et là, je peux utiliser mes mains à la fin pour faire une petite rotation et pouvoir aller faire tout converger à la pointe de mon doigt. Il ne s'agit donc pas d'un appui du MCP2, sinon je serais sur un niveau plus haut. Il s'agit vraiment d'arriver avec mon corps et mes mains à tout faire converger vers la pointe de l'index. C'est ça qui est difficile. La troisième charnière que j'ai choisi de vous présenter est une charnière un peu spéciale. Il s'agit de la 4e dorsale. C'est une charnière un peu spéciale puisqu'au niveau anatomique, elle ne représente pas une zone de transition vertébrale. C'est parce qu'on dit souvent qu'au niveau fonctionnel, elle est la charnière entre ce qui se passe aux étages supérieurs du tronc et ce qu'il se passe aux étages inférieurs. Le muscle qui contrôle cette charnière est le rhomboïde, mais il y a bien sûr d'autres muscles qui s'insèrent sur la 4e dorsale, comme le splénus de la tête, comme le trapèze. Donc on peut vraiment trouver plusieurs muscles pour contrôler cette zone. Au niveau de la sensibilité neurologique en cas de dysfonction, vous pouvez avoir des nerfs propres à la 4e dorsale qui peuvent être irrités, comme les nerfs intercostaux ou les branches postérieures neurologiques, mais vous pouvez aussi avoir une irritation du nerf scapulaire dorsal qui vient longer le rhomboïde entre la colonne vertébrale et les omoplates. La 4e vertèbre dorsale. Je vais la faire en debout avec une technique de dog inversé associée à un peu de lift. Je vais commencer par l'écoute. Je sais que la 4e dorsale se trouve à hauteur des épines de l'omoplate au bord interne de l'omoplate. Du coup, j'arrive sur cette région-là et je vais faire avec index et majeur un glisser de peau tout en comprimant le long de cette zone pour essayer de sentir si j'ai un côté qui est un peu plus dense que l'autre. Ici, il s'agit du côté droit. Je vais donc construire une technique pour venir secouer le côté droit. Tu peux croiser les bras. Tiens bien tes épaules. Tu laisses la tête aller un petit peu vers l'avant.
Je vous explique cette technique selon les 3 piliers. La position du patient, ma position à moi, ainsi que la gestuelle globale. J'avais trouvé une densité ici du côté droit du rachis. Je vais donc croiser les bras du patient. Je vais mettre d'abord le bras droit au-dessus, il vient saisir son épaule, et puis le bras gauche en dessous, il vient saisir son épaule opposée. Une fois que j'ai fait ça, je lui demande de laisser la tête aller gentiment vers l'avant, pas pour mettre en tension, mais juste pour éviter que lorsque je réalise ma technique, je ne prenne un coup de boule lorsque le patient laissera aller la tête vers l'arrière. Ça, c'est la position du patient, rien de plus. Ensuite, ma position à moi par rapport au patient, je vais me mettre en fente avant droite, c'est-à-dire que si je manipule une densité du côté droit, je vais avancer ma jambe droite. Je vais bien descendre sur mes jambes à nouveau dans ce relâché athlétique, car je vais vouloir avec mon grand pectoral droit venir me positionner juste sous la densité à manipuler. Donc je vais me rapprocher du patient et je vais bien venir par en dessous mettre mon grand pectoral sous la zone à manipuler. Seulement à ce moment-là, je vais venir avec mes mains encadrer le patient pour saisir ses coudes. Et à ce moment-là, je vais devoir faire un jeu de convergence entre ses coudes et mon grand pectoral droit. Et au moment où je vais faire ce thrust, où je vais rapprocher les coudes de mon grand pectoral, je peux profiter de l'élan pour faire un petit lift vers le haut et avoir 2 forces qui vont converger vers la 4e dorsale et une force qui va créer une décoaptation dans l'axe. La 4e charnière dont j'ai décidé de vous parler est la charnière dorso-lombaire. Il s'agit donc de la 12e vertèbre dorsale, la 1re vertèbre lombaire et on pourrait rajouter donc la 12e côte qui vient s'insérer sur la 12e vertèbre dorsale. Les muscles en contrôle sont les carrés des lombes, mais on peut bien sûr rajouter les érecteurs du rachis avec les longissimus ou les multifides. Donc la liste ici et le schéma que je vous présente n'est pas exhaustif. Les nerfs sensibilisés en cas de dysfonction sont les nerfs intercostaux de la 12e côte, les nerfs ilio-hypogastriques et ilio-inguinaux, ainsi que les nerfs cluniaux supérieurs, avec donc des irradiations qui peuvent aller au bord inférieur des côtes jusque dans la région du bassin. Je vais maintenant manipuler la région T12LA, donc la charnière dorso-lombaire. Je vais réaliser une écoute sur le dos pour rester au plus proche du geste manipulatif. Je vais placer mes mains ici entre le dos du patient et la table et je vais revenir dans les paravertébraux pour sentir le bord inférieur de la 12e côte. Lorsque je l'aurai senti, je vais rapprocher mes doigts de la ligne médiane pour pouvoir venir comprimer vers le plafond la région des 12LA et faire des petits mouvements pour essayer de sentir si j'ai un côté un peu plus dense que l'autre. Il s'agit ici du côté gauche du patient. Tu peux lever ta tête et les épaules de la table. Hop, et tu laisses bien tourner maintenant. Je vais maintenant vous expliquer cette technique selon les 3 poids. Sa position, ma position et la gestuelle globale. Pour ce qui est de la position du patient, je le mets bien au bord de la table, proche de moi, l'épaule juste au bord, comme ça je pourrais prendre un contact avec lui au moment où je me positionnerai. Je vais placer ses bras, si je manipule le côté gauche, je mets d'abord le bras gauche au-dessus, il vient saisir son épaule, ensuite le bras droit au-dessous, il vient saisir son épaule. Je veux que les 2 coudes soient à l'aplomb l'un de l'autre, de sorte à pouvoir venir m'appuyer dessus sans lui faire mal. Ensuite, pour ce qui est de ma position, je vais venir me mettre en fente avant gauche ici avec un genou à hauteur de l'épaule du patient, l'autre genou plus ou moins à hauteur de son bassin. Je vais essayer de venir prendre un contact ici pour vérifier que le patient soit bien relâché. Ensuite, pour ce qui est de mon appui corporel, je vais bien descendre les coudes du patient et les amener vers moi, de sorte à déjà pouvoir me présenter l'espace en dessous. Si je me pose trop vite sur lui, je vais devoir trop travailler avec ma main et je perdrai de la disponibilité pour la manipulation. Donc je descends bien ses coudes et je les amène vers moi. À ce moment-là, je vais me grandir et venir poser mon nombril sur ses coudes de sorte à être bien solidaire du patient. Là, je vais lui demander de lever la tête de la table ainsi que les épaules, de sorte à pouvoir, avec le poids de mon corps, le faire basculer et le faire tourner facilement. Je vais venir positionner ma main comme ceci en appui sur mon éminence ténare sur la zone densifiée. Et à ce moment-là, je vais réélever le patient et lorsque je vais sentir le poids de mon corps qui arrive dans la table, je vais faire un mouvement de verticalité, de chute verticale, pas un mouvement de déroulement. Si je le déroule, c'est ici plus haut que je vais chuter. Moi, ce que je veux, c'est que dès que je sens que ça arrive dans ma main, je m'arrête
et je me laisse tomber sur mes jambes. La cinquième et dernière charnière que nous allons aborder est la charnière sacro-iliaque. Elle est constituée par le sacrum, l'os iliaque et il ne faut pas oublier la cinquième lombaire qui vient se poser sur le complexe et dont les articulaires postérieurs sont parfois inclus dans la capsule sacro-iliaque. Le muscle en contrôle dont je vais vous parler est le muscle piriforme, mais il peut bien sûr y avoir d'autres muscles comme le grand fessier et même d'autres muscles à distance de cette dernière. Les nerfs incriminés en cadre de dysfonction peuvent être en lien direct avec le piriforme ou en lien direct avec la sacro-iliaque. Si je vous parle du muscle piriforme, il s'agit des nerfs glutéaux supérieurs et inférieurs, du nerf pudendal et du nerf grand sciatique et cutané postérieur de la cuisse. On peut donc avoir des symptômes qui partent vers le bord postérieur de la jambe, vers le périnée ou qui restent dans les régions glutéales. Pour ce qui est des nerfs maintenant liés directement à l'articulation, il peut s'agir des nerfs cluniaux supérieurs, moyens et inférieurs. Il peut s'agir également du nerf grand sciatique et du nerf obturateur. N'oublions pas le nerf ilio-hypogastrique qui vient aussi jusqu'à la région sacro-iliaque. On voit donc que cette charnière est vastement innervée et donc peut provoquer des symptômes assez vastes en cas de dysfonction. Je vais maintenant vous montrer la manipulation de la région sacro-iliaque. Pour ce faire, je vais d'abord repérer l'épine iliaque postéro-supérieur en supralatéral. Je sais qu'à hauteur de cet épine iliaque postéro-supérieur, je suis à hauteur de S2, la deuxième épineuse sacrée. Cette région correspond à la jonction entre le petit bras et le grand bras articulaire. Si je vais juste à travers de doigt au-dessus, je suis dans le sulcus sacré et là je suis à hauteur du petit bras articulaire. Si je descends maintenant à travers de doigt en dessous du niveau de l'épine iliaque postéro-supérieur, je serai à hauteur de l'AIL, c'est-à-dire S3, et cela correspond au grand bras articulaire. Je vais faire une palpation de ces trois poids successifs afin d'essayer de trouver si j'ai un poids qui est un peu plus dense que les autres. Si je trouve ce poids, je viendrai faire une décoaptation en regard du poids pour faire réagir la densité. Tu peux tendre la jambe du dessous. Pour ce qui nous concerne ici, on est plutôt à hauteur de S2, donc pile à hauteur de la sacro-iliaque de la jonction petit bras, grand bras. Comment ai-je fait pour arriver à réaliser cette technique? 3 piliers, la position du patient, ma position et la gestuelle globale. Ce que je vais faire en premier, pour me simplifier la vie, c'est que je vais déjà sortir l'omoplate qui est sur le plan de la table pour pouvoir stabiliser ce qu'on appelle vulgairement le levier supérieur. Je ne cherche pas à mettre trop de torsion dans son rachis, je ne cherche pas à verrouiller jusqu'en L5 comme on peut entendre parfois. Moi, ce que je veux, c'est que le système soit souple pour pouvoir justement accepter une onde de choc sans que ce soit traumatique. Ensuite, ce que j'ai fait quand j'avais repéré la deuxième épineuse sacrée, enfin au regard de laquelle je voulais manipuler, j'ai tendu la jambe inférieure du patient et je viens caler le pied dans son creux poplité. À ce moment-là, je ne fais rien de plus avec mon patient. Ma position à moi. Je vais écarter les deux genoux pour pouvoir venir encadrer le sien entre mes deux cuisses. Ce que je vais faire à ce moment-là, avant de me jeter sur la sacro-iliaque, je vais bien enrouler le patient vers l'avant. Cet enroulement antérieur est très important. Il va permettre de verticaliser la sacro-iliaque et de travailler avec la gravité. Donc j'enroule bien le patient vers l'avant et moi je vais me redresser comme si je voulais faire tomber le nœud de ma cravate ou la pointe de ma cravate, pardon, sur la sacro-iliaque. Une fois que j'ai fait ça, j'encadre bien son genou avec mes deux cuisses, je vais me redresser et je vais venir poser la région entre mon nombril et mon appendice xiphoïde sur son iliaque. À ce moment-là, je ne suis pas envahissant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon MCP2 sur la zone de la sacro-iliaque que je veux manipuler. Ça peut être S2, ça peut être SA, ça peut être S3. Mon autre main va venir se positionner sur les siennes. Et quand je vais tomber sur le patient, regardez, mes deux mains vont converger l'une vers l'autre vers la sacro-iliaque. Donc ce ne sera pas une torsion, ce sera une convergence. C'est beaucoup moins traumatique et mieux accepté par les patients, notamment lorsqu'ils sont dans des phases aiguës. Je vais venir poser mon corps sur lui et je vais le faire rouler vers l'arrière, rouler vers l'avant, me redresser et profiter de l'élan que la gravité me donne pour venir envoyer de l'énergie dans la sacro-iliaque. Et lorsque le poids de mon corps va venir s'appuyer ici, mes deux mains vont converger et tout va aller
pour décoapter la sacro-iliaque. Si cette vidéo et surtout cette approche pédagogique t'ont plu, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube, de t'abonner à mon compte Instagram sur lequel je publie beaucoup de vidéos en lien avec cette approche. Et si tu désires t'inscrire à une de mes formations, rendez-vous sur mon site internet www.osteovm.be. À bientôt!